J'invite tous les intervenants de ce matin de prendre place pour un tout premier tour de questions et des commentaires. On a un peu de temps, jusqu'à 1 heure. Alors, c'était une matinée très riche. Alors, j'invite aussi le public de réfléchir à des commentaires ou à des questions. Alors, pour rompre la glace, moi, j'en ai plusieurs, mais je ne voudrais pas trop bénéficier du fait que je bénéficie justement d'un pupitre. Mais justement, pour démarrer, donc dans l'intervention de Michele Bacci, où les notions d'archaïsme, d'anachronisme ont été remises en question, il y a eu, par exemple, deux aspects qui m'ont interpellé. Celui de la citation de la glose de El Greco en marge des vies de Vasari, où il parle en effet de son point de vue, de certains aspects concernant la manière grecque à la manière moderne, donc une citation très intéressante. Et puis aussi le fait qu'à un certain moment, tu as cité les dialogues de Francisco de Holanda à Rome, encore un étranger, encore un étranger qui, à Rome, a eu ou prétend avoir eu, je ne sais pas encore très bien, des colloques avec Michel-Ange. Et ce sont ces deux étrangers, justement, qui viennent, un de la Grèce ou de l'Espagne, l'autre du Portugal, qui remettent en question une certaine, je dirais, cohérence linéaire de l'histoire de l'art. Alors, un bref commentaire à propos du Greco. Je n'ai pas eu la possibilité de lire exactement ce qu'il dit, tu l'as traduit, mais je connais un peu ses commentaires qui parfois sont assez significatifs à cause du fait qu'il mélange aussi les langues. Celui-ci était tout à fait en espagnol, il me semble, que tu as cité. Mais parfois, il y a un peu d'italien. Il y a beaucoup d'espagnol, parfois un mot en grec. Alors, étonnant, un peu inquiétant, mais sans doute intéressant phénomène d'hybridation. Voilà, c'est plutôt un commentaire qu'une question. Mais la question peut-être aussi le fait qu'il y a ces deux, donc le portugais et le gréco-espagnol qui posent le problème de l'image, de l'art, de l'archaïsme, de la fonction de l'image d'art dans l'exercice de la foi. Ça te semble étonnant à toi aussi ou ça te semble normal? Je ne sais pas. Bon, oui, c'est un facteur intéressant, mais d'un certain côté, je le vois un peu dans la même direction que les arguments de Giglio et d'autres, où finalement on reconnaît, disons, cet art un espace d'action, un espace d'intervention qui existe à côté d'une manière moderne. Mais finalement, c'est pas toujours la même attitude que Vasari, qui pose la tradition byzantine dans une époque précédente de l'activité des Giotto, donc dans le passé. Il y a aussi cette tendance à reconnaître de quelque façon une actualité de l'aventure byzantine. Je pense que El Greco s'est référé finalement, il était conscient qu'il y avait une production importante en Crète qui était presque industrielle à cette époque. Parce qu'en 1499, on a un document où on commande un atelier de Candie de produire quelque chose comme 700
icônes à la grecque et 500 icônes à la latine, on nous dit, de manière à la latine. Cela signifie qu'il y avait effectivement un marché énorme dont les sources ne parlent pas tellement, mais cela existait. Oui, en effet, les enjeux économiques de l'image de dévotion à cette époque, c'était étonnant aussi dans l'exposé. C'est un aspect à approfondir. Donc, on paie, on vend, on achète des images de dévotion. Donc, c'est quand même un aspect assez important. Oui, Andreas. Je vais juste vous demander, est-ce que peut-être son procédé byzantin, c'est-à-dire El Greco, c'est le peintre qui s'est répété plus que d'autres peintres. Il a auto-répété, il a fait beaucoup de fois, il a répété des tableaux entiers où il répète des figures, etc. Il y a même des gens qui l'ont appelé le Henry Ford de Toledo, parce qu'il produisait tant d'images identiques, etc. Et est-ce que je me trompe, mais on dit que ça, souvent, on dit que ça, c'est l'effet de la production des icônes, où on répète plus ou moins toujours un archétype. Est-ce qu'alors cette répétition continue de El Greco est un résiduum de sa provenance grecque? Oui, peut-être. Mais il faut tenir compte d'une chose importante, que le schématisme de la peinture d'icônes commence au XVe siècle. Auparavant, il y avait deux peintres qui produisaient des images selon des schémas qui pouvaient être répétitifs, mais il n'y avait pas, comment dire, une production qui s'est basée effectivement sur la répétition presque industrielle des schémas. Et justement, c'est à partir de cette époque que l'on sait que le peintre d'icônes utilisait des dessins et même de gravures que l'on transposait sur la surface des icônes. Donc, oui et non, je ne suis pas sûr. J'aimerais bien savoir un peu plus de la façon de travailler des Grecs pour pouvoir répondre d'une manière plus précise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, je continue, mais c'est dangereux. Ouais. Alors, j'aurais un commentaire, une question pour Andreas. Donc, un exposé qui m'a beaucoup intéressé, des aspects qui m'a intéressé, il peut se l'imaginer aussi, c'est la signature qu'il a bien commentée de ce souffleur qui pratiquement pose le problème d'une conscience de soi-même de l'artiste. Si j'ai bien compris, tu voyais là aussi des allusions à un possible autoportrait, des projections de ce genre. Il y a un détail dans cette signature qui peut-être mériterait une réflexion plus profonde. Bon, premièrement, il y a la signature, c'est déjà quelque chose. Il y a ce nom, peut-être caché, mais il y a ce mais fake it. Ce mais n'était pas tout à fait nécessaire. Donc, pam, 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 fake it, pinks it, etc. C'est normal. Mais ce mais donne à l'œuvre même un statut de personnalité parlante. C'est celui qui m'a fait. Donc, c'est l'objet qui parle. Cet objet, alors, moi, je ne voudrais pas surinterpréter maintenant, mais cet objet, c'est un objet justement animé qui souffle. Il y a du feu, il y a de l'air. Là, il y a peut-être quelque chose d'une animation de cet objet parlant à la fin, non? Oui, c'est une énergie cinétique qui est associée avec ces souffleurs. Et quand il est quelqu'un qui parle de soi-même, ça devient une espèce d'automate, c'est ça, une espèce d'être mécanique. C'est pour ça que je crois avec cette souffleur qui est signé, qui est l'unique dans ce groupe des souffleurs qu'on connaît,
que vraiment, ça commence l'idée de apprécier ces œuvres comme des automates, des figures qui bougent, etc., pour des effets chimiques qui sont particuliers, mais c'est un automate avant l'automate, pour ainsi dire. Et donc, ce me est important pour qu'il ait une propre vie. Ouais. C'est ça. Je crois aussi. Si alors le P, on veut le lire comme pictor o posteritio, ouais, c'est une autre chose. Ouais. Mais en tout cas, nous avons d'autres œuvres d'art qui parlent d'eux-mêmes. Dans le temps moderne, Van Eyck, etc., me félicite, mais aussi dans l'art médiéval. Il y a les sculptures où on a cette notion de tel quel artiste me faisait ou m'a fait. Je ne sais pas, Rost Bredekamp a écrit tout un livre sur Bildakt, ouais, non, sur cette théorie de l'image parlante. Là, il y a une tendance de l'occultisme aussi dedans, peut-être. Il faut faire attention parce que c'est... Mais il est inclus, d'une certaine façon, c'est vrai, ces œuvres parlent. Mmh. Ah. Ouais. Est-ce que je continue? J'ai une question pour Alf. Alors, un exposé très riche. Un point qui m'a particulièrement interpellé, tu es passé un peu vite, peut-être que tu peux l'approfondir un peu plus, moi je serais content, au moment où en parlant de l'image, des langues et du langage, tu as parlé des Pentecôtes, donc l'image comme placée sur le signe des Pentecôtes. Alors ça, c'est une idée extraordinaire qui m'intéresse beaucoup pour plusieurs raisons. Tu pourrais la reprendre, peut-être l'approfondir un peu? Mais ça va être très rapide parce qu'en fait, cette expression et cette analogie entre Pentecôte et image, elle n'apparaît qu'à la fin du 19e siècle. Je n'en ai jamais vu d'autres attestations avant le père Bailly, donc pour ce grand catéchisme en images. C'est quelque chose que Isabelle Saint-Martin, a étudié vraiment en détail. Donc, si ça vous intéresse, je renvoie à ses travaux, Isabelle Saint-Martin. Mais cette expression, en retour, dit quelque chose sur ce potentiel de l'image gravée, de forger ou de former une langue visuelle universelle. Par contre, ce fantasme, il existe bien au XVIIe siècle. Il y a plusieurs attestations, pas seulement dans la littérature que je vous ai présentée, également dans la théorie de l'art de cette époque, de penser l'image, et ça depuis Paleotti et d'autres tratatistes du XVIe siècle, de penser l'image comme une langue universelle, capable de transcender justement les différences, de résoudre les conflits aussi. C'est un aspect qui apparaît très tôt, comme une solution de paix dans la discorde européenne du XVIe siècle, dans les conflits entre protestants et catholiques. Il y a cette notion, ou cette idée plutôt, qui apparaît, mais pas celle de Pentecôte. Elle est trop belle, donc je voulais la partager avec vous, mais elle est bien postérieure. C'est une idée, si je ne me trompe pas, qui apparaît à un certain niveau aussi dans des traités célèbres de la Renaissance tardive ou du maniérisme chez Lomazzo. Le temple de la peinture, pratiquement, c'est un grand dispositif de synthèse linguistique, mais stylistique. Les 7 gouvernateurs, enfin, cette langue qui se mélange. Alors, c'est vraiment un aspect assez intéressant. On est aussi à l'époque où la tour de Babel joue un certain rôle dans l'iconographie. Donc là... Et en plus, il faut resituer ça aussi dans toute la culture symbolique du XVIe, XVIIe siècle, la culture de l'emblématique en particulier, où on nourrit cet idéal de la langue universelle qu'on va chercher alors dans des langues archétypiques du type hiéroglyphique qui fascinent tant les humanistes de cette époque et qui fondent cet imaginaire qu'on retrouvera chez Kircher au XVIIe siècle d'une lingua franca, mais totalement visuelle. Tout à fait, c'est ça le problème. Je ne me rappelle pas jusqu'à quel point Umberto Eco, dans son magnifique livre sur la langue parfaite,
a été conscient ou il a touché à ce problème de l'image en tant que langage universel. Il s'occupe plutôt de la langue parfaite universelle, mais dans le sens plutôt traditionnel, même si c'est un livre plein d'idées, mais c'est à ajouter. C'est à ajouter. Mais oui, Diane. Donc effectivement, quelque part, ces gravures venant d'Anvers participent réellement à créer cette langue, disons, universelle, si l'on pense à quelle importance elles ont eu pour tous les décors religieux dans le Nouveau Monde, en Nouvelle-Espagne, au Pérou, bien sûr. Mais je me demandais dans quelle mesure c'était connu à Anvers, enfin que l'influence que c'est, le terme exact utilisé peut-être plus, en tout cas l'impact, l'importance que ces gravures avaient ensuite sur le développement de l'image religieuse dans les autres parties du monde. Quelle perception en avait-il, donc de l'efficace en fait de leur gravure? Oui, c'est une question importante. D'abord, ils en avaient une perception très économique. D'abord, c'est une réussite économique immense, parce que je vous ai cité une famille de graveurs, mais en fait, derrière cette famille célèbre des Vériques, il s'en cache d'autres, les Galles, les Sadelaire et d'autres encore, qui ont rayonné, qui ont aussi voyagé à travers l'Europe, qui se sont installés dans d'autres villes européennes. Donc le savoir-faire anversois s'est exporté. Paris est devenu un peu plus tard, au début du XVIIe siècle, la terre d'accueil de beaucoup de graveurs flamands. On peut dire la même chose de Munich. Et voilà, on les voit se disperser, mais au niveau de la ville d'Anvers, et surtout dans la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, ils sont au centre du monde, alors que c'est plutôt le moment de déclin économique d'Anvers. C'est ça qui est un peu le paradoxe. L'âge d'or de la ville anversoise, c'est le XVIe siècle. Mais donc, les marchands anversois, avec toutes leurs succursales, surtout en Espagne, inondent le marché du Nouveau Monde par des stocks où on a toutes les comptabilités, des stocks envoyés de gravures. Donc, ils sont bien au centre de cette affaire, avec beaucoup de relais que je n'ai pas cités, et ils sont très importants parce que voilà, il faut pas prendre en considération tous ces filtres qui s'interposent entre le point d'origine et le point d'arrivée. Mais moi, c'est le point d'origine qui m'intéresse. Donc, la tendance est plutôt aujourd'hui à mettre l'accent sur le point d'arrivée, avec tout ce qu'il génère comme forme d'adaptation, comme j'ai cité, d'hybridation, de métissage visuel qui est fascinant. Mais il me semblait qu'il fallait revenir au point d'origine, voir un peu pourquoi ces images ont eu tant de succès. Donc oui, pour répondre, oui, très certainement, ils en ont conscience. Plus tellement au XVIIe siècle, où là, le marché est en perte de vitesse. Donc on n'a plus le sentiment voilà, de voir toutes ces images circulent, sont adaptées un peu partout. Et là, c'est plutôt d'autres marchés qui l'emportent. Venise, Tolède et tant d'autres villes.